Je me souviens, ça a débuté comme ça. C'était la fin de mes années lycée. J'avais des envies, j'avais des doutes. Je cherchais une formation qui assurerait mon avenir. Et puis il y a eu des rencontres, une trajectoire, un lien de confiance. Je me souviens du jour de la rentrée, de l'appréhension forcément, beaucoup d'attentes. Mais j'étais heureux de démarrer cette nouvelle aventure. Dès ma première année, j'ai beaucoup appris. J'ai compris comment utiliser mon agilité, comment m'exprimer, convaincre, comment prendre confiance en moi. Je me souviens avoir rencontré des guides issus d'horizons différents qui m'ont inspiré, m'ont aidé à décrypter le monde qui m'entoure, m'ont fait comprendre ce que sera demain. Je me souviens d'un lieu où tout était fait pour m'aider à capter les tendances, à anticiper et innover. D'un lieu où ma voix n'était pas toute tracée. D'un lieu où le mot vie prenait tout son sens. Où nous étions ensemble, tout simplement. Au fil des années, j'ai découvert un monde de plus en plus ouvert et connecté. J'ai rencontré des personnes du monde entier, sur des campus internationaux, des lieux inspirants et de nouvelles façons de travailler. Pas à pas, j'ai préparé mon avenir et je me suis challengé dans de vrais contextes professionnels. Année après année, j'ai gagné en maturité. Et aujourd'hui, je tisse mon avenir dans un monde plein de promesses. Je me souviens, tout est passé si vite. Je me souviens d'en avoir rêvé. Et aujourd'hui, tout devient possible. Ce sera demain et ce sera ici. Alors Maud, je me permets de préciser que tu es mute et donc on ne t'entend pas. Ah, pardon, merci beaucoup. Et il manque aussi les slides. Alors, bonjour à tous et bienvenue au mini-salon des métiers de la communication, un mini-salon en partenariat de WeAreCom et de l'ISCOM. Alors aujourd'hui, on va traiter des métiers des relations presse et de l'influence. Alors, en premier lieu, on va se présenter. WeAreCom, qui sommes-nous? WeAreCom, on est un accélérateur de communicants dans toute la France. Notre objectif est d'accélérer la transformation de notre métier et de promouvoir sa valeur ajoutée. Qui sommes-nous? Tout simplement une team de professionnels de la com, tous passionnés. On propose un média pour les communicants et un club pour les équipes d'annonceurs uniquement. Notre média, c'est plus de 20 000 visiteurs mensuels sur wearecom.fr, plus de 25 000 abonnés à notre newsletter mensuelle et plus de 50 000 personnes touchées chaque mois sur nos comptes des réseaux sociaux. Notre club pour annonceurs a pour objectif, lui, de la progression entre pairs. Déjà 18 équipes com nous ont rejoints, telles que AXA, Sodexo, SNCF ou MACSF. Nous proposons aux annonceurs des ateliers mensuels avec des personnalités ou encore des thématiques comme le personal branding ou la com interne ou encore des études comme la sincérité perçue par les Français. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. La communication, c'est quoi? La réputation est un préjugé vain et fallacieux, souvent sans mérite et perdu sans justice. Othello, William Shakespeare. Parce que oui, la communication, c'est avant tout une réputation. Il faut se faire connaître et développer sa notoriété, se faire aimer pour se rendre attractif, le tout pour faire passer à l'action, c'est-à-dire convaincre d'acheter. Les techniques de communication peuvent être médias, ou plus traditionnelles, la télévision, la radio, le cinéma, l'affichage, la presse ou Internet, mais il existe aussi des techniques hors médias, comme les relations publiques, la promotion des ventes, les foires et les salons, le marketing direct, le sponsoring et les médias sociaux. Le service de communication peut être en interne ou en externe. En externe, il s'adresse au public, aux clients comme vous et moi. En interne, il s'adresse à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. Est-ce que la communication est faite pour vous? Alors, quelques points communs que doivent avoir tous les communicants.
Il faut être stratège, être très créatif. On vous demandera souvent d'avoir beaucoup d'idées. Être organisé, faire preuve de planification, être réactif, avoir un bon sens du relationnel, un excellent rédactionnel, savoir être polyvalent, curieux, et enfin, c'est un métier qui vous promet beaucoup d'évolution. Alors, quelques phrases de communicants pour mieux appréhender ce secteur. L'essentiel est de développer sa capacité à écouter et à créer du lien, dit Dominique Bento-Wood, ex-DIRCOM de Carrefour Group France. Emmanuelle de Kerlo, vice-présidente communication et affaires publiques de Coca-Cola European Partners France, nous dit quant à elle, pour devenir DIRCOM, il faut avoir les mots justes, être humble dans son positionnement et épouser les valeurs de l'entreprise tout en restant fidèle à ses convictions. Éric Lemaire, directeur de la communication AXA France, affirme « Pour devenir DIRCOM, il faut de l'expertise en communication, savoir écrire et savoir parler. Cela paraît simpliste, mais c'est extrêmement important. » Et enfin, « Je vois mon rôle de DIRCOM comme le trait d'union entre l'enseigne, ses collaborateurs et l'externe, dont les médias, journalistes, blogueurs et influenceurs », nous dit Xavier Révoire, directeur communication de Decathlon. Alors, on va rentrer dans le monde un peu plus particulier des relations presse et de l'influence. Les relations presse, qu'est-ce que c'est? C'est une communication établie entre un spécialiste des relations publiques et des médias. C'est créer une relation de confiance afin d'assurer une très bonne transmission de l'information vers les différentes cibles. L'influence, qu'est-ce que c'est? C'est une action qui consiste à susciter l'intérêt, promouvoir ou convaincre ou inciter un public. Pour cela, il faut s'appuyer sur une notoriété et la communication d'individus particuliers qui ont une influence sur les consommateurs. Alors, les relations presse et l'influence ont 4 objectifs communs. Se faire connaître, il faut être visible là où sont les cibles. Développer l'image de marque, on génère de l'intérêt et on crée de la préférence. Accompagner les temps forts, on soutient les événements, les lancements de produits et autres opérations. Et enfin, il faut perdurer, nourrir ce lien de confiance. Les jobs dans les relations presse et l'influence. Alors, deux sortes d'entreprises. Il y a les annonceurs, comme MACSF. C'est tout groupe, entreprise, start-up, institution publique, organisation, qui va communiquer elle-même. C'est-à-dire qu'un service de communication est intégré à son équipe et elle va communiquer sur elle-même, sur son image de marque. Tandis que l'agence, comme Amazing Content, c'est un prestataire externe à l'entreprise qui va aider sur telle ou telle action de communication, accompagner dans une stratégie, dans des actions de conseil ou de consulting. Chez l'annonceur, on retrouve un attaché presse ou un assistant presse, un chargé des relations publiques, un chargé de com tout simplement, un chargé de communication digitale et aussi un community manager en charge des réseaux sociaux. En agence, il y aurait un directeur de clientèle, un consultant en relations presse, un assistant en relations presse, le community manager encore, un directeur conseil et un consultant digital. Et cette liste est non exhaustive. Pour 2021, qu'est-ce qu'il faut prévoir? 40 emplois dans le numérique sont basés en Île-de-France. Donc, ça sera toujours pareil, ça sera encore mieux en 2022. 37% des contrats liés au métier du marketing et la communication sont des CDI. Les meilleurs salaires à l'entrée sont chef de projet digital, chargé d'acquisition et chargé de CRM. Les métiers qui recrutent le plus de jeunes, chargés de web marketing, e-merchandiser et community manager. 28 ans, c'est l'âge médian dans le secteur de la communication et des relations presse. Bac plus 4 et Bac plus 5, c'est les niveaux d'études moyens des communicants et les profils en général préférés en agence et chez l'annonceur. Et désormais, on va laisser la parole aux pros. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Séverine Solier du côté annonceur, qui est responsable de la presse et communication institutionnelle du groupe MACSF. Et du côté agence, on reçoit Elliot Zegler, cofondateur et président de l'agence Amazing Content. Tout au long de l'intervention, n'hésitez pas à envoyer vos questions au hashtag AskIscom et dans le chat qui est à votre droite. Et nous essaierons de vous répondre. Alors tout d'abord, Elliot, je vais vous laisser vous présenter si vous le voulez bien. Merci beaucoup Maude, avec grand plaisir. Donc moi je m'appelle Elliot, j'ai 32 ans, j'ai monté ma boîte il y a 5 ans.
Ça va, vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend très bien. Ok, non, c'est juste que j'ai eu un écho, donc d'accord, c'était moi-même. Donc je disais, j'ai monté ma boîte il y a 5 ans. Aujourd'hui, on est un peu plus d'une vingtaine dans l'entreprise. Et alors, on ne se définit pas comme une agence. Pour nous, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'effectivement, on est plutôt une boîte de produits. On développe une plateforme SaaS à destination des équipes de communication. Mais comme on propose aussi du coaching et de la formation, c'est vrai qu'on a, disons, une activité un petit peu hybride. Et de ce fait-là, on peut nous confondre avec une agence, mais on ne se considère pas comme une agence, on se considère vraiment plutôt comme une boîte SaaS, qui propose une plateforme à destination des différentes parties prenantes, à savoir équipe de communication, ambassadeurs, et puis agences, pour le coup, qui sont donc nos partenaires. Donc, je pense aux grandes agences, Havas, Publicis, Edelman, etc., avec lesquelles on travaille aussi. Voilà. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire en 2 mots. On a donc pour vocation d'accompagner les directions de la communication dans justement le développement de l'influence de leur entreprise, en accompagnant des personnes, puisque notre raison d'être est de replacer l'humain au cœur de la communication corporate, puisqu'on pense que c'est essentiel pour favoriser un leadership qui est plus inclusif, plus humain et donc plus efficace au quotidien. Voilà ce que je peux vous dire en présentation. Merci beaucoup, Elliot. Alors, on va passer à vous, Séverine, mais je crois que vous avez un petit problème de caméra, donc je vais laisser la slide. Oui. Bonjour à tous et ravie d'être avec vous. Je suis désolée, effectivement, il apparaît que ma caméra ne fonctionne pas sur Livestorm avec cet ordinateur. Donc, encore une fois, désolée de ne pas pouvoir vous brancher cette caméra. Moi, effectivement, je suis en charge des relations médias et de la communication institutionnelle à la MACSF. Alors, ce sigle veut dire Mutuelle d'assurance du corps de santé français. C'est donc un groupe mutualiste qui a été créé à la fin du 19e siècle par des médecins et pour des médecins, à l'origine, pour assurer la responsabilité civile de médecins obstétriciens. Et puis depuis, ça s'est transformé. Aujourd'hui, c'est une mutuelle qui assure 1 million de professionnels de santé, parmi lesquels des médecins, mais aussi des infirmières, des sages-femmes, des kinés, des chirurgiens dentistes, des vétérinaires, enfin toutes les professions médicales et paramédicales. Et donc, nous leur proposons à la fois de l'assurance professionnelle, de l'assurance auto, de l'assurance habitation et de l'épargne. On a une grosse activité épargne et on leur propose aussi de les accompagner en fait dans leur vie quotidienne avec un certain nombre de services, par exemple pour les aider à installer leur cabinet libéral ou pour les aider à trouver un remplaçant. Voilà. Et moi, j'ai rejoint donc la MACSF en 2019. Je vais peut-être pas arrêter là, enfin, sauf si vous avez d'autres questions, mais je pense qu'on reviendra un petit peu après sur mon parcours, parce que je suis pas tombée dans la communication d'entreprise quand j'étais toute petite. En fait, c'est un métier qui est relativement récent pour moi. Justement, vous pouvez peut-être enchaîner avec la première question. Voilà. Pourquoi et quand avez-vous décidé de vous orienter vers la communication? Alors, je me suis orientée dans la communication en 2013, en fait, parce qu'avant, j'étais journaliste. J'ai été journaliste pendant plus d'une quinzaine d'années. Et mon dernier poste, j'étais rédactrice en chef adjointe finance du quotidien économique La Tribune, qui était un quotidien papier, qui a fermé en 2012, qui s'est transformé en un site web d'information qui existe toujours, et que j'ai quitté en 2013 avec beaucoup de questions sur ce que j'allais faire après, et jusqu'au moment où un ami m'a proposé de rejoindre un groupe de protection sociale qui s'appelait Humanis, où tout était à faire en matière de communication, en matière de notoriété. La fonction relation presse n'existait pas.
Et donc, c'est comme ça que j'ai basculé dans le métier de la communication d'entreprise, un petit peu tentée par cette nouvelle aventure de créer, finalement, de monter un peu de toutes pièces la notoriété, les RP, la communication de marque d'un groupe qui était le produit de la fusion de 3 autres groupes. Voilà. Et c'était en 2013. Très bien, merci beaucoup. Et vous, Elliot, pourquoi et quand la communication vous a attiré? Alors moi, c'est pourquoi la communication? Parce que je suis absolument convaincu que la communication est au cœur en fait des bonnes relations. C'est vrai dans la vie professionnelle, mais c'est vrai dans la vie personnelle aussi. Tout passe par la communication. Pour moi, c'est quelque chose qui est absolument essentiel, qui est au cœur de nos vies en fait. Donc, de manière naturelle, je dirais. J'ai toujours aimé communiquer, j'ai toujours aimé être. Je suis quelqu'un d'assez social, donc voilà, c'est important pour moi d'échanger, de prendre la parole. J'aime bien aussi transmettre par la voix. J'ai fait du théâtre pendant longtemps, donc c'est quelque chose qui, voilà, je pense qui tout ça est lié. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que la communication est au cœur de tout, et c'est vrai aujourd'hui à beaucoup de niveaux, et je pense notamment au niveau de la confiance. En fait, il y a un baromètre que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez à la communication, qui s'appelle le Trust Barometer d'Edelman. Donc Edelman, qui est une agence dans le monde entier, qui publie ce baromètre depuis longtemps. Je crois que ça fait peut-être 22 ans, 23 ans maintenant qu'ils font ça. Et on se rend compte que la confiance qui est au cœur du fonctionnement de toute notre société, hein, c'est parce qu'on fait confiance à nos institutions, c'est parce qu'on fait confiance aux politiques, c'est parce qu'on fait confiance aux règles et qu'on les respecte que finalement notre société fonctionne. La confiance, en fait, elle est très liée à notre manière de communiquer. Et un exemple qui fait peut-être écho aux 2 années que vous venez de vivre, c'est que quelque chose de très intéressant par rapport à la confiance justement en France, qu'on pourrait qualifier de singularité française, c'est que la France est la seule démocratie qui a gagné des points de confiance entre 2021 et 2022 dans le Trust Barometer d'Edelman, et très probablement parce que, en tout cas c'est les conclusions de l'étude, dans le contexte de pandémie, on a eu la chance d'avoir politiquement une équipe gouvernementale qui a réussi à nous partager et à communiquer très rapidement les éléments concrets qu'ils allaient mettre en place, notamment en termes d'aide, hein, je parle là du point de vue des entreprises, les éléments concrets qu'ils allaient mettre en place pour nous accompagner, nous entrepreneurs, nous entreprises, dans justement le suivi pour faire face à cette pandémie. Donc, quand je dis très rapidement, c'est 2 à 3 semaines, et ça n'a pas été le cas de tous les pays européens. Hein, je pense, en Angleterre, ça a mis plutôt 2 à 3 mois. En Espagne, c'est pareil. Et ce flou est très compliqué, justement, à gérer pour les entreprises. Et donc, si le gouvernement, de manière générale, a pas tout réussi en termes de communication pendant cette pandémie, loin de là, ça a été quelque chose pour lequel, sur le coup, où ils ont été assez bons, et qui explique peut-être cette confiance qui s'est remontée. Et donc, on repasse dans une zone, on est le seul pays des démocraties occidentales qui a confiance, en fait, un peu plus confiance en l'avenir et donc en ses institutions. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, pourquoi? Pour tout ça. C'est un peu décousu, pardon, mais ça me paraît assez actuel, et donc je voulais commencer par ça. Comment j'y suis venu? Franchement, un petit peu par hasard, parce que moi, j'ai plutôt fait du commerce, j'ai plutôt fait du business, mais de fil en aiguille, moi, j'étais plutôt business développeur au début, et de fil en aiguille, je me suis intéressé à l'impact finalement de prise de parole des dirigeants sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment notre métier. Et c'est comme ça que j'ai découvert la communication, en fait, en montant ma boîte. Et je suis ravi d'être tombé dedans, parce que vous faites très bien de vous intéresser à ces métiers. Pour toutes les raisons qu'on vient de citer, je trouve que c'est absolument passionnant. Et vous, si vous êtes là, j'imagine que vous partagez cet avis. Merci beaucoup, Elliot. Alors, on passe à la question suivante. Séverine, je vais vous laisser commencer. À quoi ressemble une journée type? Alors, de journée type, je ne sais pas s'il y a véritablement de journée type, parce que précisément,
Dans le métier qui est le mien, il y a beaucoup de choses qui changent tout le temps, mais enfin, on va dire que chaque journée commence de toute façon par écouter la radio, lire la presse. Alors aujourd'hui, exclusivement sur écran, parce que voilà, mais je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui revient tous les jours. Après, c'est peut-être plus je dirais, une réunion de service avec l'équipe pour faire le point sur les tâches des uns et des autres, puis des réunions sur les projets. J'ai assez souvent des déjeuners avec des journalistes, parfois en tête-à-tête ou alors avec un dirigeant, ou plusieurs dirigeants. J'ai aussi souvent des plages d'écriture. Alors ça peut être de l'écriture d'un communiqué de presse, mais il y a aussi toutes ces tâches de reporting, c'est-à-dire de faire aller voir quelles sont les retombées, dans quelles retombées la marque a été citée, combien il y en a, dans quel type de médias, donc mettre tout ça en forme et le présenter aussi en interne aux équipes pour voir sur quel levier on peut agir, si on a atteint nos résultats. Après, il y a aussi souvent, un peu tous les jours, on a des demandes entrantes de journalistes qui préparent des enquêtes ou des articles et qui demandent en fait un entretien avec un expert. Donc, il faut organiser le rendez-vous, assurer le suivi, la relecture des citations, les valider. Il y a aussi très régulièrement des revues de presse à faire, donc à diffuser, c'est-à-dire diffuser en interne aux dirigeants les articles dans lesquels ils sont cités, leur faire aussi une veille sur ce que font les concurrents, les sujets de marché. Il y a évidemment aussi tout le travail de suivi sur les réseaux sociaux. De suivi d'un certain nombre de comptes, voire d'animation de certains comptes, soit des comptes corporate, soit des comptes de dirigeants. Donc voilà, c'est pas les tâches qui manquent. Donc alors on fait pas forcément tout ça dans une seule journée, mais ça dépend un petit peu des semaines, des jours et puis je parle pas des semaines où on organise des événements presse ou qui sont des semaines un peu plus exceptionnelles. Voilà. Merci beaucoup, Séverine. Et vous, Elliot, est-ce que vous avez une journée type? Moi, tout ce que vient de dire Séverine me parle évidemment, me parle beaucoup, surtout cette semaine où on sort d'un très très bel événement. Là, on est très content d'avoir organisé le Social Media Summit qui s'est tenu hier avec de très belles conférences et effectivement organiser ce type d'événement. C'est pas de tout repos, mais pour la journée type, je me fais réveiller par mon fils. En ce moment, c'est entre 5 et 6 heures, donc c'est assez pénible. Mais sinon, on essaie de repousser ça vers 7 heures. Donc ça, c'est le challenge du moment. Passage à la crèche, et puis ensuite, ça rejoint donc la veille dont parlait Séverine. Donc moi, j'ai la chance d'avoir effectivement dans une seule et même application, puisque c'est celle qu'on essaie de développer justement à destination des dirigeants, toutes les veilles que je souhaite voir d'un coup d'œil le matin. D'abord, une veille marché sur mes thématiques d'intérêt spécifique. Donc moi, en ce qui me concerne, ça va être l'évolution du CAC 40, ça va être évidemment des choses sur l'entrepreneuriat. Et donc ça, j'ai une première veille qui arrive dans mon application que je peux consulter du coup tous les matins. J'ai une deuxième veille qui va être une veille plutôt interne sur les sujets liés à mon entreprise. Et puis j'ai une troisième veille que je consulte aussi dans mon application, qui est une veille un peu plus concurrentielle sur des profils que je suis, qui sont des profils soit effectivement de journalistes, soit des profils politiques qui peuvent prendre des décisions qui au quotidien peuvent impacter notre métier, et puis ce sont des profils aussi d'homologues plus simplement ou de direction de la communication que j'aime bien suivre parce que je trouve que ce sont des personnes qui finalement me nourrissent et enrichissent la journée. Donc ça, je commence par ça. J'ai un stand-up tous les matins qui est un point où on se retrouve avec l'équipe pour
du coup, échanger sur les tâches de la journée. Et ensuite, depuis 2 ans particulièrement, beaucoup de réunions qui s'enchaînent. Depuis quelques jours, semaines, des déjeuners qui reprennent et ça fait plaisir. Voilà, et sinon, l'après-midi, ça se poursuit. C'est des journées types dans la structure et après, les sujets peuvent être vraiment très divers et variés en fonction de l'actualité aussi de l'entreprise. Merci beaucoup. Je vais vous laisser enchaîner sur la question suivante. Qu'est-ce qui est le plus stimulant dans votre métier ? La variété des choses qu'on fait. C'est super, c'est que justement, nous, on a la chance de travailler avec aujourd'hui plus de 80 entreprises du CAC 40 et du SBF 120. Et donc, ce qui est passionnant, c'est de découvrir les métiers. Donc là, par exemple, on découvre celui de Séverine aujourd'hui. Et nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est effectivement de pouvoir, quand on travaille avec Orange, comprendre finalement qu'est-ce que fait le groupe Orange, comprendre que c'est pas que de la téléphonie, qu'ils ont aussi d'autres expertises dans la cyberdéfense, dans l'innovation, qu'ils travaillent aussi dans la banque, puisqu'ils ont Orange Bank, etc. C'est vrai pour toutes les boîtes avec lesquelles on travaille. Donc ça, c'est une première chose, c'est que on découvre beaucoup en apprenant des gens. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez passionnant. Qu'est-ce qui est stimulant ? C'est aussi de créer au quotidien. Donc après, moi, c'est assez particulier à mon statut d'entrepreneur, mais finalement, on essaie de faire sortir de terre quelque chose qui n'existait pas. Et donc, bâtir, voilà, ça c'est quelque chose qui moi, me passionne particulièrement. Et puis après, autour de la communication, puisque c'est spécifiquement le sujet, c'est aussi la veille autour de nouvelles méthodes de communication, finalement des leviers pour se différencier et toutes les nouvelles approches qui existent, notamment via les réseaux sociaux, mais il y en a plein d'autres qu'on pourra potentiellement évoquer. Donc voilà, moi je dirais que s'il y a quelque chose à retenir, c'est la variété, des tâches qu'on peut être amené à faire dans ce métier autour de la communication, et puis donc toujours les gens qu'on rencontre, je dirais, qui ont aussi cette passion pour les mots, pour le fait d'échanger. Donc ça, c'est quelque chose qui me stimule particulièrement. Merci beaucoup. Et vous, Séverine, alors, qu'est-ce qui est le plus stimulant dans votre métier ? Je rejoins Elliot sur la variété, effectivement. C'est vrai que ça, c'est très stimulant, mais sans doute, si je devais citer une seule chose, je dirais, c'est chercher des nouvelles idées de format, des nouvelles idées de contenu, des nouvelles idées d'événements pour mettre en valeur un sujet, alors que ce soit l'épargne. Là, par exemple, en ce moment, je travaille beaucoup autour de l'innovation parce que la MACSF est investisseur dans des startups des medtech, en fait, donc qui innovent dans le domaine médical ou dans le domaine de la santé. Et donc, on cherche la manière finalement d'apporter des preuves pour montrer que la MACSF soutient l'innovation médicale et sous quel format on pourrait intéresser les journalistes, quel contenu on pourrait leur proposer pour leur montrer à la fois ce qu'on fait, mais à la fois ce que font les startups. Donc, on travaille autour de ça. Et bon, il y a sans arrêt des nouveaux sujets à traiter. Et c'est plus finalement cette créativité permanente qu'on nous demande qui me plaît dans ce métier. Merci beaucoup, Séverine. Alors, question suivante. Quelle est la campagne ou la communication dont vous êtes le plus fier, le ou la plus fière ? Allez-y, Elliot. La campagne dont on est le plus fier, j'ai pas mal de choses qui me viennent en tête, mais en termes de campagne, si on laisse les événements de côté, je dirais une campagne qu'on a réalisée récemment pour Johnson & Johnson, justement au moment du Covid, qui cherchait à travailler. Donc eux, leur enjeu, c'était vraiment sur l'attractivité de leur marque. Et donc, travailler la marque employeur, etc. Et ce sujet a été traité en mettant donc 5 DRH, donc, qui étaient donc des patrons de verticales de recrutement, sur les réseaux sociaux pour les aider à prendre plus régulièrement la parole, de manière en fait à partager les valeurs et les engagements de Johnson & Johnson. Peut-être un mot de contexte là-dessus pour vous donner
l'étendue de la tension autour des talents. D'après le cabinet Korn Ferry, qui est donc un cabinet spécialisé là-dedans, en 2030, il manquera 1 million d'emplois qualifiés en Europe, sur le continent européen. Donc, c'est absolument énorme. Il y a une tension autour des talents qui est colossale. Donc, c'est difficile aujourd'hui de trouver des personnes qui sont des personnes qui partagent vos valeurs, qui sont des personnes qui finalement vont participer à votre mission dans la durée, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, la formation et le fait d'intégrer quelqu'un dans une entreprise, avant que vous soyez à plein régime et que vous délivriez pour cette entreprise, il y a forcément un petit temps de montée en compétences, de ramp-up, etc. Donc, le contexte est celui-là, c'est-à-dire qu'il y a une tension, une guerre des talents qui est colossale aujourd'hui. Et donc, la marque employeur n'a jamais été aussi importante. Et donc, dans cette démarche-là, ce qui a été extrêmement passionnant, c'est que Johnson & Johnson a, je cite, réussi à inverser le recrutement, qui en fait signifie inverser la tendance du recrutement. On dit souvent, et vous avez peut-être pas encore eu l'occasion, puisque vous n'êtes pas encore entré sur le marché du travail et que vous êtes encore étudiant, mais on dit souvent qu'on ne quitte pas une entreprise, mais qu'on quitte un manager, parce que ça se passe assez mal avec son manager. Et ben moi, je crois que l'inverse est aussi vrai. Et de plus en plus, on va rejoindre une entreprise précisément pour les valeurs et les engagements que ces ambassadeurs défendent. Et ça, Johnson & Johnson l'a prouvé et a eu des résultats au-delà de ses espérances, en ayant justement 5 DRH, donc directeurs des ressources humaines pour chacune de ces verticales, qui ont réussi à attirer des profils extrêmement qualifiés grâce à cette démarche finalement d'ouverture, de transparence et de proximité que la prise de parole sur les réseaux sociaux leur a permis donc de créer. Donc ça, je trouve que c'était une très belle campagne. Ouais. Et vous aviez parlé d'un événement, vous avez un événement en tête dont vous êtes fier et que vous voulez aborder ici? Oui, parce que après moi c'est dans mon métier, mais donc nous on travaille sur la prise de parole des dirigeants et s'il y a bien une personne parmi les stars dans ce domaine-là, c'est Michel-Édouard Leclerc qui très tôt a compris l'impact qu'il pouvait avoir en prenant la parole sur ces plateformes. Et donc très content d'avoir pu recevoir hier Michel-Édouard Leclerc justement dans le Social Media Summit. Donc moi c'est tout frais, mais oui c'était super d'échanger avec lui. Et puis son témoignage est toujours passionnant. Donc très content d'avoir organisé cette qualité d'événement qui a rassemblé plus de 700 personnes donc de l'univers de l'influence et de la communication à Paris. Donc franchement c'est une bonne partie de l'écosystème qui rassemblait des annonceurs, qui rassemblait des agences, qui rassemblait aussi les grandes plateformes. On a eu le patron de Twitter France qui est venu parler, on a eu le patron de LinkedIn. Et donc, oui, cet événement a très bien fonctionné. Il y a un replay qui va sortir si vous voulez suivre. C'est 3 heures de conférences passionnantes avec que des intervenants de très haut niveau. Donc, ouais, ça, c'est une grande fierté aussi. Ouais. Merci. Vous pouvez répartager le lien dans le chat. Ouais, ça sera. C'est pas encore disponible, mais je pense que le replay sortira demain, donc voilà, ça va bientôt arriver. Ça sera disponible bientôt. Je pourrai vous l'envoyer et on pourra le rediffuser ensuite. Merci. On le transférera. Ça marche. Et vous, Corinne, quelle est la campagne et la communication dont vous êtes la plus fière? Alors, là, je vais parler de la conférence de presse qu'on a organisée le 6 janvier dernier pour annoncer les performances de nos produits d'épargne, donc les rendements de nos produits d'épargne. Je ne sais pas si c'est l'événement dont je suis le plus fière de toute ma carrière, mais en tout cas, c'est un événement récent dont je suis fière parce que, en fait, il illustre bien ce qu'on veut faire nous à notre échelle, c'est-à-dire on essaie toujours de faire mieux et de travailler pour améliorer finalement nos résultats. Et là, on a réussi cette année, donc avec cette conférence de presse, à avoir 3 fois plus de retombées médias qu'on en avait eu l'année dernière sur le même sujet, puisqu'en fait c'est un sujet qui est récurrent tous les ans début janvier. On annonce les performances de nos produits d'épargne, comme l'ensemble des acteurs du marché. Et là, cette année, on a donc eu 3 fois plus de retombées. On a organisé pour la première fois pour notre groupe un événement, enfin une conférence de presse hybride, parce que avant c'était soit en présentiel, puis le présentiel avait été interrompu par le Covid, donc ça s'était transformé
en ligne. Et là, on a fait un peu un mélange des deux, qui a eu un grand succès, puisqu'on a eu 34 journalistes, qui est un record pour la MACSF. Et puis, je pense qu'il n'y a pas beaucoup sans doute pas beaucoup d'entreprises qui annoncent leurs résultats d'assurance vie qui arrivent à en avoir autant. On a mis à leur disposition, enfin on a changé en fait aussi la formule de présentation, on a mis à leur disposition tout un ensemble de contenus, c'est le lien qui a été mis dans le chat là sur le dossier de presse. Alors on appelle ça toujours un dossier de presse, mais en fait c'est plus un ensemble de contenus de façon à ce que les journalistes puissent faire un peu de snacking entre à la fois le replay de la conférence de presse, des vidéos qui leur présentent à la fois de la conception mutualiste de l'épargne, qui est celle de la MACSF, puis les performances et un certain nombre d'infographies qu'ils pouvaient utiliser pour illustrer leurs articles. Donc, je pense que ça illustre assez bien la démarche qui est la nôtre, qui est d'essayer de se mettre, de réfléchir à comment être utile aux journalistes et de mettre à leur disposition un certain nombre de ressources pour que finalement leur simplifier le travail, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Séverine, je vais peut-être vous laisser enchaîner avec la question numéro 5. Quelles sont les grandes évolutions en relations presse et en influence? Alors justement, je vais continuer sur la même idée en disant que le dossier de presse à l'ancienne, c'est fini. Avant, on imprimait, on distribuait des dossiers de presse papier très beaux, avec du beau papier, une belle mise en page, énormément de contenu, du texte très élaboré, très maintenant, les dossiers de presse, ils méritent encore d'être montés, en tout cas, doivent plus être conçus comme un ensemble de contenus parmi lesquels les journalistes peuvent faire leur choix et un peu leur marché. J'ai la même réflexion sur le communiqué de presse qui, avant, était très court, très factuel. Aujourd'hui, le communiqué de presse, c'est plus du storytelling. Il raconte une histoire, il est plein de citations de dirigeants ou d'experts, et il devrait pouvoir être utilisé comme un article, en fait, être implanté littéralement sur un site d'information. Et d'ailleurs, de fait, moi, je constate qu'il y a un certain nombre de sites qui reprennent quasiment tels que nos communiqués de presse. Donc ça, c'est aussi l'évolution relativement récente. J'ai envie de dire, la conférence de presse traditionnelle, c'est fini aussi. Même avant le Covid, il y avait une désaffection des journalistes pour les conférences de presse en présentiel parce qu'ils n'ont plus envie de se voir dérouler un slideshow où tout le monde a le même niveau d'information. Ce qu'ils attendent, c'est une information beaucoup plus personnalisée. À moins d'avoir une annonce assez exceptionnelle à faire, ce qui était un peu notre cas là, par exemple en janvier, parce qu'on avait un taux de rendement en hausse, ce qui était très exceptionnel, alors que tout le monde l'attendait en baisse, donc ça a fait pas mal de buzz. Mais si on n'a pas une annonce forte, en fait, ce que les conférences de presse ont du mal à faire recette. Et je sais que ce qui marche, c'est les rendez-vous personnalisés. Moi, j'ai plusieurs fois organisé une succession de rendez-vous individuels avec 10, 12, 14, 15 journalistes à la suite. Alors, en général, je le fais par téléphone parce que je trouve que c'est plus facile qu'en physique. Ça demande toute une logistique un petit peu compliquée. C'est par téléphone, c'est un peu, ou par Teams ou par visio, c'est plus facile à organiser. Mais ça marche très bien parce qu'en fait, chaque journaliste peut poser ses propres questions, peut poser des questions en fonction des sujets qu'il a en tête en préparation. Et donc c'est une formule qui se développe beaucoup, ce one-to-one au moment d'un lancement, plutôt qu'une conférence de presse. Et enfin, la dernière évolution sur laquelle je voudrais insister, c'est pareil, la fin de l'espace presse traditionnel où il y avait les communiqués de presse en PDF et puis c'est tout.
Aujourd'hui, c'est vraiment ce que attendent les journalistes, c'est vraiment des newsrooms, c'est-à-dire des espaces où ils ont non seulement les communiqués de presse, mais aussi tout un tas d'autres contenus dans lesquels ils peuvent piocher en fonction de leurs besoins. Voilà, donc voilà, moi je crois que bon, on n'a pas parlé des réseaux sociaux, mais je pense qu'Eliott va en parler très largement. Donc évidemment, il y a les réseaux sociaux aussi. Je pense à Twitter qui a été beaucoup utilisé par les journalistes comme un fil d'actualité et qui l'est encore, même si ça a un petit peu diminué. On est en train d'observer dans la période récente une sorte de bascule vers LinkedIn qui est de plus en plus utilisé par les journalistes. Mais bon, ça fait quand même beaucoup de changements en fait sur les outils et finalement les moyens d'échanger, de travailler avec les journalistes. Merci beaucoup. Et du coup, je vous laisse la parole, Eliott. Oui, merci. Bah, effectivement, on se complète bien avec Séverine puisque je vais rien dire de plus intelligent qu'elle sur les relations presse que je connais manifestement beaucoup moins bien. En tout cas, je peux confirmer qu'effectivement, toutes les évolutions dont elle parle, c'est la manière dont on travaille aujourd'hui. Donc voilà, là-dessus, on est totalement raccord. Sur la partie influence, effectivement, les grandes évolutions, ben, on a de plus en plus, je pense, une tendance ces dernières années où déjà, en fait, globalement, les réseaux sociaux, effectivement, ont bouleversé beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que les médias traditionnels qui avant étaient très top-down, c'est-à-dire verticaux, descendants, où quelqu'un prenait la parole à la télé, à la radio, dans les journaux, aujourd'hui, il y a une horizontalisation de ces médias avec les plateformes comme Twitter, comme LinkedIn, mais toutes les autres, qui effectivement permettent de rentrer dans l'ère de la conversation. Et donc ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau et qui change l'angle de vue sur la question de l'influence, puisque maintenant que ça soit, tout le monde peut être un influenceur, tout le monde peut créer une communauté. Bon, évidemment, il faut en avoir l'envie et quand même être créateur de contenu, mais on se sent bien que tout le monde peut porter des messages. Et quand on parle de l'entreprise notamment, c'est l'ensemble des collaborateurs, du dirigeant jusqu'aux salariés, peuvent aujourd'hui porter les messages donc, de l'entreprise. Et donc l'influence, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est c'est un peu une épine dans le pied en fait de la direction de la communication qui finalement, si vous voulez, depuis 50 ans avait pour mission de faire parler la marque, puis il n'y avait que la marque qu'il fallait faire parler. Et aujourd'hui, il faut aller identifier les bons porte-parole, s'assurer qu'on maîtrise les messages et leur impact. Donc ça, c'est toute une dimension qui est tout à fait nouvelle et que les directions de la communication ont à intégrer finalement dans leur scope. On a du coup, on a aussi zut, j'entends mon écho, c'est pas très agréable. Voilà, ça s'est arrêté. On a donc comme une internalisation finalement de l'influence qui aujourd'hui donc revient dans une plateforme qui va être gérée par les entreprises. Donc ça, c'est un mouvement qui est très nouveau et sur lequel donc on évolue particulièrement, et en tout cas quand on parle des réseaux sociaux. On a tout un tas d'influenceurs aussi qui sont un peu plus tournés vers le marketing produit qu'on a pu voir émerger ces dernières années. Des influenceurs aussi politiques, journalistiques. Je pense à Hugo Décrypte, par exemple, qui va interviewer le président Hollande ou même comment ils s'appellent les deux là, McFly et Carlito qui sont allés interviewer Macron. C'est des choses qu'on n'aurait jamais pu voir avant, donc c'est amusant. Il y a des choses très nouvelles qui se passent. Et qui finalement créent des passerelles entre des communautés comme celle de McFly et Carlito qui vont donc être en contact du président Macron directement. Donc ça, ce sont des choses qui sont amusantes à observer et qui font partie donc, des évolutions de ces dernières années. Ouais. Merci beaucoup, Eliott. Alors, je crois que vous avez vous devez partir dans 6 minutes. Donc, je vais vous laisser commencer pour la dernière question. Quel conseil donneriez-vous aux futurs communicants?
Oui, effectivement, merci beaucoup. Je dois filer puisque je pourrais donner le conseil de travailler avec Orange, comme ça ils vous inviteront voir le concert d'Orelsan. C'est pour ça que je dois filer à 55. Peut-être ça c'est un bon conseil ça. Blague à part, les conseils pour les futurs communicants. Une bonne question. Quel conseil? Écoutez, c'est avant tout, je pense, de se renseigner sur les technologies parce que c'est, comme on l'a dit, un métier qui évolue très vite à tous les niveaux. La première chose, c'est de rester à l'écoute parce que c'est vrai, je pense, dans tous les métiers, mais c'est d'autant plus vrai dans la com. En tout cas, ces dernières années, nous, on voit à quelle vitesse tout évolue. Le métier que vous apprenez aujourd'hui, dans 5 ans, il est plus valable. Il faut tout oublier et tout réapprendre. Donc, déjà, je pense qu'il y a une importance particulière à se concentrer sur les soft skills et donc sur des compétences humaines prioritairement, puisque tout ce qui est hard skills et donc compétences plus techniques sont vouées à évoluer vite et sur à peu près tous les aspects du métier. Donc, je pense qu'il faut imaginer que votre métier, ça sera celui que vous créez aussi, mais c'est surtout quelque chose qui va être en constante évolution. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, c'est important d'être spécialisé. En tout cas, à mon sens, vous en avez un peu entendu parler. Et là, Séverine a fait un panel assez large de l'ensemble déjà des métiers qu'elle chapeaute, mais aussi des métiers de la communication en son ensemble. Vous pouvez faire beaucoup de choses en fait dans la communication. C'est vaste. Il y a beaucoup de choses à faire. Même en introduction, un mot à présenter tout ce que vous pouviez vers tout ce que vous pouviez vous diriger. Est-ce que vous voulez plutôt faire des relations presse, des RP, donc de la communication? Est-ce que vous voulez vous orienter vers des métiers un peu plus marketing, CRM, d'acquisition? Voilà, entre tout ce spectre, il y a beaucoup de choses comme donc la construction de stratégies et de plateformes de marque. Enfin bon, c'est très large. Et donc, ouvrez-vous l'esprit et puis ensuite, ça va être assez intéressant donc aussi de creuser une spécialisation pour pouvoir être un expert dans un sujet. Ce sont des profils qui sont recherchés. Voilà, je pense que ce seraient les 2 conseils que je vous donnerais comme ça et peut-être que j'en oublie certains, mais Séverine va très certainement compléter. Merci beaucoup, Elliot. Moi, j'ai envie de rebondir, oui, justement, sur ce que vient de dire Elliot. Effectivement, la spécialisation, c'est important, mais c'est vrai que finalement, on ne fait pas des relations presse sans être en relation avec le community management, sans être en relation avec la communication de marque ou la communication interne. Parce que ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, il y a un continuum entre communication interne et communication externe. Donc, tous ces métiers sont forcément liés et vous allez être amené à travailler sur tous ces domaines, que vous soyez, quelle que soit votre spécialisation. C'est bien d'avoir une vue d'ensemble des différents métiers et d'en connaître quand même les ressorts. Après, je partage tout à fait ce qu'a dit Elliot sur la nécessité de maîtriser les techniques, même si évidemment, elles vont évoluer, mais j'allais dire justement, pour être capable de voir les évolutions, il faut quand même avoir une base de départ. Et je pense notamment, il y a quelque chose de très basique, mais tout simplement l'écriture, parce que l'écriture, vous en aurez besoin dans tous les métiers de la communication. Donc, ne pas négliger l'écriture, à savoir écrire court, savoir écrire long, savoir écrire web. C'est vraiment un savoir-faire qui vous sera utile dans tous les métiers de la communication. Et même quand on fait que de l'audiovisuel, parce qu'en fait, pour faire de l'audiovisuel, il faut passer par l'écrit, en réalité, pour préparer un script d'une interview, pour préparer une vidéo. On passe par l'écrit. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Après, je pense aussi qu'il y a un état d'esprit à avoir. Souvent, dans le domaine dans la communication, en particulier dans la communication d'entreprise, on a tendance à être auto-centré. Et je pense qu'il faut être très vigilant, c'est-à-dire auto-centré, c'est-à-dire que se préoccuper seulement des messages que l'on a envie de diffuser, au lieu de se préoccuper des besoins des cibles, en fait, de ceux qui vont écouter les messages ou les voir passer. Et c'est valable aussi bien pour les journalistes que pour des clients ou que pour des partenaires ou que pour des internautes, quel que soit le public auquel on s'adresse. Je pense que quand on est toujours dans une logique de comment être utile et comment rendre service, on est beaucoup plus efficace dans sa communication.
Et enfin, je pense qu'il ne faut jamais être assis sur ses certitudes parce que d'abord, il n'y a pas de situation idéale entre la théorie de ce qu'est une bonne communication et la pratique de ce qu'on arrive à mettre en œuvre pour des tas de raisons, des limitations techniques, des limitations de budget, des limitations liées aussi aux capacités, aux envies des porte-paroles ou des dirigeants de l'agence ou de l'entreprise dans laquelle on est. Donc, bon, je pense qu'il faut être surtout très adaptable. Voilà. Merci beaucoup. Elliot, on vous libère. Merci beaucoup de votre intervention. Et je rebondis juste sur ce que vient de dire Séverine, et c'est sur la dimension auto-centrée. C'est très intéressant parce que nous, au niveau de la prise de parole des dirigeants, c'est quelque chose que l'on voit énormément, où souvent le premier réflexe, c'est de ne parler que de son entreprise, et c'est pas forcément ce qui intéresse le plus. Ce qui va intéresser le plus, c'est leur expertise, ça va être leur capacité à faire avancer effectivement leur audience en les aidant donc à répondre à leurs problèmes. Donc ça, c'est vachement intéressant de pouvoir voir que ça c'est vrai au niveau corporate, mais c'est vrai aussi au niveau individuel. Qui est donc le prochain relais. Peut-être juste un mot pour vous remercier. Déjà, We Are Com de m'avoir convié à ce mini-salon des métiers de la communication. J'ai été ravi de participer. Et puis, merci Séverine aussi d'avoir pu partager ce moment ensemble. On s'est déjà croisés, on aura l'occasion de se recroiser encore. Exactement, on avait eu l'occasion de se recroiser, enfin de se croiser déjà. Et donc, on aura sûrement l'occasion de continuer. Et puis, bravo à tous qui nous écoutez pour le choix que vous avez fait de vous diriger vers ces métiers qui sont des très beaux métiers. J'espère que vous vous épanouirez là-dedans et que vous trouverez votre voie. Et du coup, je vous dis peut-être à bientôt. Qui sait, nous on recrute, donc n'hésitez pas à taper à notre porte si vous souhaitez faire des stages ou ce genre de choses. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, Elliot. Séverine, si vous avez encore quelques instants pour répondre aux questions qu'on nous pose sur les réseaux sociaux. Eh oui, absolument. Très bien. Alors, la première question qui est posée, c'est quelle est la différence entre les relations presse et les relations publiques ? Alors, il y a une enfin, à la fois c'est différent et en même temps ça se recoupe évidemment. Les relations presse, qu'on appelle aussi, que moi je préfère souvent appeler les relations médias d'ailleurs, ce sont les relations avec les médias et avec ceux qui les animent, alors que les relations publiques, c'est beaucoup plus large. C'est-à-dire que c'est à destination des publics externes à l'institution ou à l'entreprise. Et ça peut concerner aussi bien effectivement des médias, mais ça peut concerner des partenaires, ça peut concerner des clients, des fournisseurs, ça peut concerner des interlocuteurs institutionnels, je pense par exemple à des fédérations professionnelles ou même au pouvoir public. Donc c'est beaucoup plus vaste les relations publiques. D'accord. Alors on a une autre question. À l'aube de la métaverse, qu'est-ce qui se change dans les relations presse ou les relations médias ? Bon, alors j'allais dire, la métaverse n'a pas encore eu beaucoup d'effets, je pense, sur les relations médias. En revanche, on voit bien que la digitalisation de la profession et de nos comportements, le fait qu'on télétravaille beaucoup plus, le fait qu'on fait beaucoup plus de webinaires, le fait que les conférences de presse sont plus physiques et enfin sont hybrides. Bon, évidemment, les nouvelles technologies et l'utilisation d'Internet a énormément d'influence sur les relations presse. J'en parlais tout à l'heure sur la transformation du mode de travail des journalistes et donc forcément de la façon dont on travaille avec eux. Les dossiers de presse qui deviennent numériques et un peu enfin, qui agrègent tout un tas de contenus vidéo, visuels, infographiques. Évidemment, les événements presse dont on disait qu'ils peuvent être à distance. Enfin, tout ça, évidemment, c'est quand même lié à l'évolution des technologies et à l'évolution des modes de travail qui y sont liés. Alors, il y a une question de Daniel dans le chat. Quelle différence entre la communication et le journalisme ? Ah, alors là, c'est une grande question. Mais
Mais j'ai envie de vous dire, ça n'a rien à voir, parce que ayant exercé les deux, je peux dire que ce sont deux métiers très différents. D'abord dans leur objectif, hein, le journaliste cherche l'information et la diffuse et cherche des informations auprès de toutes les parties prenantes. L'entreprise, elle aussi, va diffuser de l'information, mais elle va chercher à mettre en valeur des sujets auxquels elle tient, soit parce que mettre en valeur ses produits, mettre en valeur ses services, mettre en valeur son histoire, ou mettre en valeur des sujets auxquels elle tient. Mais elle a un objectif qui est de défendre son image de marque, défendre sa réputation, se développer, ce qui n'est pas du tout l'objectif du journaliste. Le journaliste est neutre par rapport à tous ces sujets j'allais dire commerciaux et d'image de marque. Et lui, ce qui l'importe, c'est donner une information transparente et la plus exacte possible au public. Merci beaucoup. Si vous avez le temps pour une dernière question, et après ce sera l'ISCOM qui répondra vers les réseaux sociaux sur les questions que vous continuez à poser. Une dernière question. Comment sécurisez-vous les échanges sur le digital de plus en plus présent? Comment éviter les fake news? Alors, c'est assez compliqué, c'est vrai. Alors, moi, il se trouve que je travaille avec pour ma newsroom avec un éditeur de logiciels qui s'appelle, et de logiciels dédiés à la communication qui s'appelle Wistopic et qui a développé un outil qui s'appelle Wistrust qui permet d'enregistrer sur la blockchain tous les contenus, en fait, que ce soit les communiqués de presse, mais aussi les vidéos, les tableaux, les graphiques, enfin, tout ce qu'on veut, de façon à les sécuriser, de façon à ce que les journalistes puissent s'y reporter pour vérifier que le document qu'on leur diffuse est bien un document exact qui a été émis par notre entreprise et qui n'a pas été falsifié. Donc ça peut être un moyen. Il y a donc des outils qui permettent de sécuriser les documents que l'on diffuse et éviter qu'ils soient falsifiés ou qu'ils soient utilisés, détournés de leur intention première. Bon, cela dit, c'est un outil et évidemment, ça ne nous met pas à l'abri de toutes les fake news dont nous pourrions faire l'objet ou d'une utilisation frauduleuse du nom MACSF qui pourrait être fait. On développe, évidemment, on développe, comme l'a expliqué Elliot tout à l'heure, tout un tas de veilles, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi des différents types de veilles qui nous permettent de voir tout ce qui a trait à notre marque et à nos activités, pour vérifier que justement, on n'est pas victime de fake news nous concernant. Très bien, merci beaucoup Séverine pour cette participation. Alors, merci à vous de votre invitation et puis je souhaite un très bel avenir à tous les étudiants de l'ISCOM et puis je reste disponible s'il y a des questions qui viennent après, vous pouvez me les faire passer. Voilà, n'hésitez pas à envoyer des questions au hashtag AskISCOM et on essaiera de vous répondre. Et à tous, je vous dis rendez-vous le 13 avril à 18 h pour ceux que ça intéresse sur les métiers de la communication, de la transformation digitale. Au revoir et bonne soirée à tous. Bonne soirée.